Ce que tu ne sais pas, c'est combien de dizaines ou de centaines de millions il faut mettre. Mais tu vois le trajet de ces marques-là, et encore une fois, Revolut est un bon exemple, c'est inévitable. C'est-à-dire que je ne pense pas que ces marques-là se disent non, jamais je ferai du sponsoring. Ouais, c'est un passage obligé, en gros. C'est un... Non, prends un canal, ponce-le, deviens le meilleur sur ce canal, tu verras, tu vas être capable de grossir beaucoup. Et une fois que tu arrives à saturer ce canal, tu vas chercher ton deuxième meilleur canal. Ça, on a compris que la créa, c'était le driver le plus important de performance. Et au sein de la créa, ce qui est le plus important, c'est la quantité de créa que tu sors, parce que c'est impossible de prédire à l'avance quelle créa va marcher. Et donc nous, on a mis en place ce qu'on appelle notre Content Factory. Donc on a une machine à faire des créas. Donc, sur 100 créas qu'on sort, on a 90 sur lesquelles on va très peu spend et qu'on va jeter à la poubelle. Il y en a 9 sur lesquelles on va spend un peu. Il y en a une qui va être une créa pépite, qui va nous durer 6 mois et qui va driver, qui va prendre 50% de notre spend. Parce que sur YouTube, j'ai l'impression que tu vois ta vidéo et tu vois vraiment genre seconde 8, les gens ils drop. Tu vois. Là, tu sais que seconde 8, il faut que tu changes un truc. Et donc après, c'est là que c'est de l'art et de la science. T'as pas ce niveau de granularité sur Meta, donc tu sais juste que dans les 15 secondes qui suivent le hook, des gens ont droppé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketer Moment. Aujourd'hui, on reçoit Aymeric, le cofondateur de 900 Care. Salut Aymeric, salut Nofal. Salut. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc de parler de 900 Care, que tout le monde connaît, qui est une marque que tu... Alors, comment est-ce que tu pitcherais la marque et surtout sa mission? Mais je pense que tout le monde la connaît, mais pitch-la nous quand même de nouveau. Donc 900 Care, c'est une marque de produits d'hygiène rechargeables. Notre point de départ, c'est de dire que quand tu achètes un gel douche en grande surface, tu achètes un produit qui est composé à 90% d'eau, seulement 10% d'ingrédients actifs, donc l'eau que tu as déjà chez toi au robinet et qui est emballée dans du plastique jetable. Et ça nous paraissait une aberration à plusieurs titres. D'un point de vue environnemental, tu jettes du plastique, tu transportes de l'eau, donc ça génère des émissions de CO2, mais aussi d'un point de vue de la valeur pour le client, parce que finalement, tu payes pour des trucs inutiles. Le plastique, c'est 50% du coût de fabrication d'un gel douche. Ouais. Et donc, en fait, quand tu payes 3 balles ton gel douche, tu as 1,50€ qui part dans la bouteille et tu n'as que 1,50€ qui part dans les ingrédients. Et sur ces 1,50€, tu as 90% d'eau. Ouais. Et donc, finalement, le produit que tu achètes, il ne reste plus grand-chose. Et c'est pour ça que les compositions sont aussi mauvaises, etc. Et donc, nous, l'idée, c'est de dire, OK, nous, on va t'envoyer juste les ingrédients actifs. Donc, tu as une bouteille réutilisable. On t'envoie les ingrédients actifs, c'est de la poudre compactée qui a la forme d'un petit bâtonnet. Tu mets 2 petits bâtonnets dans ta bouteille, tu rajoutes l'eau du robinet et tu recrées tes produits de la salle de bain, donc le gel douche, le shampoing, le déo, le dentifrice. Sauf que tu n'as pas transporté d'eau, tu n'as pas jeté de plastique, puisque tu aurais utilisé sa bouteille. Tu as des super formules, parce qu'on met 100% du coût de fabrication dans les formules. Donc c'est naturel, c'est super bien noté sur Yuka, c'est efficace. Et on est vendu en ligne avec un modèle d'abonnement. Donc la première fois que tu nous essayes, tu achètes un kit d'essai avec un gel douche, et ensuite tu reçois tes recharges à la fréquence de ton choix. Ouais, et donc tu rajoutes, c'est une mission qui est assez complète dans le sens où il y a un vrai parti pris durable. Et puis il y a ce business model d'abonnement qui fait que tu crées une relation client. Tu essaies de créer la relation client la plus durable possible. Donc ton business est durable et ta relation client se doit aussi être durable. Exactement. Et en fait, c'est super important parce que finalement, nous, notre but du jeu, c'est pas de te vendre une bouteille réutilisable une fois que tu vas jamais recharger. D'où ce modèle d'abonnement. Il a énormément de sens parce que c'est comme ça qu'on fait avancer notre mission. Et bien sûr, c'est un abonnement qui est sans engagement, tu peux l'arrêter à n'importe quel moment. L'idée, c'est pas de piéger les gens ou d'avoir des gens qui commandent alors qu'ils sont pas satisfaits du produit, mais c'est juste de se dire, OK, sur ces achats-là, si tu es satisfait, tu vas continuer en fait, sans faire d'efforts, tu t'enlèves une charge mentale. Et moi, je suis à chaque fois frappé parce qu'on fait beaucoup d'appels clients. Et les clients, notamment, qui nous ont mis de très bonnes notes en NPS, un des premiers trucs qui sort, c'est à chaque fois à quel point c'est pratique l'abonnement. Ils se disent, en fait, ça me faisait chier d'aller dans mon rayon de supermarché, acheter toujours le même truc. Quand tu oublies, c'est chiant parce que tu n'en as plus. Donc, tu sais, ton gel douche, tu mets un peu d'eau dedans pour essayer de recréer du gel douche. Ton dentifrice, tu essaies de le faire durer le plus longtemps possible. Et en fait, le fait de plus avoir à y penser, l'avantage dans le vélo, c'est que les produits ils sont tout petits, donc ils passent en boîte aux lettres. La livraison est super simple. Et ça, c'est une vraie proposition de valeur. Tu veux dire que les clients peuvent venir pour l'aspect mission de la chose et en fait reste pour la praticité. Exactement. Et en fait, en gros, nous, là, à qui on s'adresse au segment qu'on appelle les écolos débutants. C'est qui les écolos débutants? C'est des gens qui sont sensibles à l'écologie, sont conscients qu'il y a des choses qui doivent changer, mais qui ont une vie qui est bien remplie. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie de dépenser plus d'argent, ils n'ont pas envie d'avoir des produits qui soient moins bons, ils n'ont pas trop envie de changer leurs habitudes. Et toute la réflexion, c'est de dire comment est-ce que moi, je te facilite la vie.
Donc j'ai des produits qui sont très simples à fabriquer. La texture, l'expérience sensorielle, c'est exactement la même parce que tu vois, une des questions qu'on nous pose souvent, c'est ah ok super, vous avez réinventé le savon. Ouais. Mais en fait non, c'est très différent parce que la majorité des gens ils utilisent du gel douche parce qu'ils préfèrent le gel douche au savon. Et du coup, leur dire bah non, en fait changer vos habitudes, c'est beaucoup plus compliqué que de dire non, on fait la même chose, juste tu le fais d'une façon Différemment. beaucoup plus écolo. Et donc dedans, il y a aussi la praticité, c'est-à-dire que si tu galères pour aller l'acheter, que tu sais pas où le trouver, etc. Ouais. C'est la proposition de valeur, elle est pas là. Donc en fait, c'est comment tu simplifies la vie aux gens qui ont envie de, si tu veux, de faire une bonne action. Et ouais, et alors je rajoute encore un autre USP, on va finir par en faire une pub, c'est qu'il y a quand même, je sais pas si vous avez déjà vu ça, moi je trouve ça absurde le nombre, parce que je suis marié, donc ma femme elle veut du shampoing. Je trouve ça absurde les linéaires de diversité de produits. Ouais. Tu vois, à chaque fois tu vois des trucs de toutes les couleurs flashy, alors qu'en fait ça reste une commodité. C'est-à-dire qu'il y a aussi un côté là où tu es content, de fait, tu te dis, bah, est-ce que tu as besoin que ça sente la pêche, la vanille, ou juste d'avoir un gel douche? Tu réponds aussi à cette question-là. Quoi. Complètement. Nous, on a, enfin, vraiment, tu vois, la meilleure façon de le dire, c'est que l'industrie de l'hygiène dans son ensemble, c'est une industrie du superflu, à la fois parce qu'on te vend de l'eau, parce qu'on te vend du plastique, parce qu'il y a toute cette diversité de produits qui sert à rien. Et nous, on veut être un peu l'acteur qui te vend l'essentiel. Et c'est super intéressant ce que tu dis sur la diversité en rayon. La vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de cette diversité. Pourquoi est-ce que ça existe? C'est juste parce que les marques, elles ont besoin de gagner de la place en linéaire. Pour gagner de la place en linéaire, tu vas voir ton acheteur et tu dis, mais attends, tu vas voir l'innovation que j'ai, c'est un dentifrice. J'avais le méga white, mais maintenant j'ai le giga white. Ouais. Et Ouais. ça, giga white, franchement, tu vas voir, personne ne peut s'en passer. La vérité, c'est que ça ne crée pas plus de... En gros, Il n'y a pas plus de bénéfices, voire moins. ouais, il n'y a pas plus de bénéfices. Les gens, ils vont... alors, c'est sûr, hein, quand tu mets le Giga White en rayon, les gens l'achètent, mais est-ce qu'ils achètent plus de dentifrice que quand il n'y avait que le Maxi White? En fait, non. C'est juste que les trucs se déportent. Donc, C'est un débat de centimètres de linéaire, en fait. Ouais, On dépense exactement. des milliards en soi-disant R&D et en marketing pour gagner 5 cm, 10 cm de linéaire. Exactement. Et ce qui est derrière a un gros impact sur les ventes des marques. Hein. Bien sûr, Ouais. plus tu as de linéaire, plus tu vends. Oui, bien sûr. Mais c'est pas parce qu'il y a une innovation produit. Et donc Ouais. c'est ça qui est un peu absurde. C'est et derrière, je fais une parenthèse, mais sortir des produits comme ça, il y a aussi énormément de produits qui rentrent et qui sortent l'année d'après. Ça fait énormément d'invendus. Ouais. Jusqu'à il y a peu, il devait être détruit. Maintenant, c'est interdit, mais du coup, on ne sait pas trop où ça finit. Enfin, il y a vraiment des trucs. Il y a une qui sont absurdité absurdes, dans ce quoi. marché. Ouais. Et on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on est quand même dans une habitude de consommation où le jour où tu vas dans un magasin, dans un supermarché où tu n'as pas 25 mètres de linéaire de shampoing, tu dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est fou, comment on est devenu un peu taré. Mais revenons sur. On a compris l'origine. Ça fait combien de temps que vous avez lancé cette boîte? Donc, on bosse dessus depuis 5 ans. On a lancé commercialement il y a un peu plus de 3 ans, tout début 2021. C'est la date de lancement du site. Et pourquoi l'écart entre 5 ans et 3 ans? C'est que c'est des produits qui sont extrêmement novateurs. Donc, on a dû les créer de zéro. On est parti d'une feuille blanche. Aujourd'hui, on a toute la R&D en interne. On a 4 personnes qui bossent à la R&D. On a une usine à Saint-Étienne qu'on a construite de zéro avec un partenaire, mais qui est dédié à 900 Care. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est une trentaine. On fait un peu plus de 10 millions de chiffre d'affaires. On a 90 000 abonnés. Top. Et vous avez levé des fonds il n'y a pas très longtemps pour aller faire de Voilà, internationalisation. Exactement. L'idée, c'est de dire, maintenant que la France, ça marche bien, est-ce qu'on ne peut pas aller répliquer la même recette à l'étranger? Voilà, d'où l'overdub de pub, on en parlera plus tard. Sujet là-dessus, c'est que on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement. Moi, je travaille dans le voyage, et dans le voyage, c'est assez simple. Je suis un vrai parasite, c'est qu'il y a des mots-clés tapés sur Google en masse, et il y en a des centaines de milliers par jour. Je me positionne dessus, je génère du trafic, et c'est comme ça que je fais mon business. Alors, c'est pas très durable, c'est de l'aviation. Mais on se parlait justement de comment est-ce que tu déclenches de l'acquisition quand tu es DNVB dans une catégorie qui est très retail classique. On vient de parler des linéaires. Et comment est-ce que tu fais ce changement de catégorie en allant chercher du trafic sur Internet? C'est-à-dire, en gros, tu n'as pas de SEO, tu n'as pas de SEM, ou tu as beaucoup moins de possibilités parce qu'il y a peu de monde qui tape gel douche durable sur Google, là où vol pas cher, pour reprendre mon exemple, il y en a beaucoup. Donc, ça a été comment votre réflexion de go-to-market au moment où vous dites, on a fait la R&D, on a lancé la boîte, maintenant, faut vendre. Et là où beaucoup de business se sont collés sur Google à faire de l'AdWords et à générer c'est tout le business qu'on connaît aujourd'hui, je le dis de manière un peu débile, mais tu comprends, vous avez fait comment Day One en disant, mais comment est-ce qu'on fait pour vendre maintenant? En effet, tu vois, moi, je fais une
une distinction très claire entre les produits qui sont du pool, donc un moteur de recherche pour un voyage, bah ouais, tu pars en voyage, tu vas aller faire une recherche active. Certains achats un peu engageants, tu achètes une voiture, tu achètes un matelas, bah ouais, tu vas te renseigner, tu vas chercher, donc très adapté au SIM. Et les produits push, comme le mien, c'est-à-dire que tu te réveilles pas le matin en te disant j'ai absolument besoin de changer mon gel douche, là il y a un truc qui va pas. Et donc en fait, tant que tu n'as pas pris, en gros c'est notre taf de te faire prendre conscience qu'il y a un truc qui va pas dans ce que tu as fait toute ta vie, et qu'il y a une meilleure solution qui existe. Alors après, comment est-ce qu'on a choisi nos canaux ? J'aimerais bien te dire que depuis le début, il y avait un grand master plan, mais la vérité, c'est qu'on a testé plein de trucs et qu'on a investi comme des bourrins sur le truc qui a marché, c'est-à-dire la pub Meta. Rétrospectivement, en fait, c'est assez évident, puisque Meta, ça te permet de mettre physiquement ton concept devant les yeux des gens. Ouais. Et donc, c'est évident que c'est un truc qui est très adapté à notre produit. Parce que nous, on a un gros avantage, c'est qu'on a un produit qui est très innovant, très différenciant, très visuel. On a un truc super intéressant à raconter. C'est juste que les gens n'y pensent pas spontanément. Et donc, c'est très adapté aux social ads, quoi. Donc, ça veut dire que vous avez fait tous les tests, vous avez testé des canaux. Et à quel moment c'est devenu votre master, tu sais, on dit toujours il y a un master channel et puis des slaves en dessous. C'est que précisément, enfin, je veux dire, quelle est la mécanique où vous avez dit on va tester, on va bourriner sur une typologie de catégorie, parce que pour le dire autrement, le push se fait très bien sur Meta parce que c'est fait pour les audiences, la manière dont ils construisent et les audiences et les interfaces sont faits pour, mais il n'empêche que tu peux y aller de 1000 façons différentes. Tu peux A/B tester, voilà. Vous avez mis en place une méthodologie où vous avez appris en marchant une méthodologie pour dire ok, quand on a une nouvelle créa, on la dissèque comme ça, on la teste comme ça, puis on l'expand et puis on la reteste. Est-ce que vous avez fini par avoir une espèce de recette, sinon magique, mais en tout cas adaptée à votre business? Ouais, alors la genèse, donc tout ça, on l'a appris en marchant. Aujourd'hui, une recette assez cadrée dont je parlerai, mais sur comment est-ce qu'on y est arrivé. Ça s'est fait assez progressivement. Avant de lancer le site, fin 2021, on a fait une campagne sur Ulule. Donc là, on avait commencé à mettre des ads. On a vu que ça marchait bien. Ensuite, on a eu on a fait un branding content sur Brut qui a cartonné. Organiquement, en fait, la vidéo a été vue 4 millions de fois. Enfin, c'était la vidéo de marque la plus vue sur Brut. Donc vraiment un gros succès que derrière, on a réutilisé en ads. Ça a très bien marché. Après, on a testé différents trucs. On s'est dit, OK, maintenant... il faut qu'on fasse des trucs un peu plus pro, donc on a fait des studios, machin. Et là, ça marchait pas très bien. Puis les vidéos un peu, tu vois, des vidéos en studio où tu mets un assez gros billet pour faire ta vidéo. Ça marchait pas incroyablement bien. Et à un moment, on s'est dit, mais attends, on a cette vidéo brute qu'on fait tourner depuis 6 mois sur laquelle on a mis un budget de dingue. Et en fait, c'est une vidéo qui est shootée à l'iPhone. C'est moi qui raconte des trucs. Et on s'est dit, vas-y, est-ce qu'on peut pas refaire, elle était sur le gel douche, est-ce qu'on peut pas refaire la même chose sur le dentifrice? Et là, en fait, on poste ça, paf, ça se remet à cartonner. Et là, on s'est dit, OK, il y a un truc. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est que historiquement, sur Meta, le premier intérêt de Meta, de Facebook, quand ça s'est lancé pour les advertisers, c'était la capacité de cibler de manière très, très fine. Donc tu disais, moi j'ai un produit qui est adapté aux femmes de 45 ans, machin, tu pouvais aller mettre des pubs aux femmes de 45 ans qui vivent dans tel quartier de Paris, etc. Et ça, c'était une révolution parce que ça permettait de faire du marketing ultra targeté. Ouais. On a vécu une révolution, c'est que l'algo de Facebook est devenu tellement fort à trouver tes acheteurs potentiels qu'aujourd'hui, plus personne fait du targeting. Aujourd'hui, toutes les campagnes, elles sont en broad, c'est-à-dire que tu dis, voilà, mon segment, c'est la France, de 18 à 65 ans, va chercher les gens qui sont plus susceptibles d'acheter. Et donc, toute la science de Meta, elle s'est déportée de comment tu fais ton targeting à comment tu fais ta créa. D'accord. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on a compris que la créa, c'était le driver le plus important de performance. Et au sein de la créa, ce qui est le plus important, c'est la quantité de créa que tu sors, parce que c'est impossible de prédire à l'avance quelle créa va marcher. Et donc, nous, on a mis en place ce qu'on appelle notre Content Factory. Donc, on a une machine à faire des créas. Okay. Sur 100 créas qu'on sort, il y en a 90 sur lesquelles on va très peu spend et qu'on va acheter à la poubelle. Il y en a 9 sur lesquelles on va spend un peu. Il y en a une qui va être une créa pépite qui va nous durer 6 mois et qui va driver, qui va prendre 50% de notre spend. Tu vois. Et du coup, tout l'enjeu, c'est comment est-ce que tu itères assez vite pour
augmenter ta proba de trouver cette créa pépite le plus rapidement possible. Et du coup, concrètement, ce que tu dis là, c'est que l'innovation en soi, elle est dans le format, puisque de toute façon, toutes les régies, de ce que je comprends, à force d'en parler avec plein de directeurs marketing, sont en train d'aller vers ce modèle un peu IA, où on ne peut plus trop hyper cibler, mais que globalement, là où tu vas innover, ça va être vraiment le format, la créa, peut-être le wording. Moi, ça m'intéresse vraiment la partie, tu as dit, de volumétrie. Puisque j'ai l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus trop savoir en amont ou d'avance que ce truc-là va bien marcher. On voit bien qu'on est vraiment très loin de l'ancien monde où pendant tu mettais 1 million sur une pub télé, sur la pub AX avec et tu avais un mec, un dieu de la créa qui disait ça va marcher, t'inquiète, mets 3 millions et on va aller faire ce format-là. Et donc, ça veut dire qu'on est quand même dans une logique agnostique de la production de contenu, mais en même temps, il y a quand même une compréhension de ce qu'attend, ce qui marche. Ça m'intrigue toujours, moi, comment on produit du volume tout en gardant une forme de cohérence au sein d'une factory machine, parce que j'ai l'impression que c'est nos sujets. Oui, ce que tu veux dire, c'est que si tu dois produire 100 vidéos pour en avoir une qui marche, tu peux avoir beaucoup de vidéos qui divergent. Qui divergent, qui sont pas. Oui, comment tu gardes une consistance? Mais est-ce que même, c'est d'ailleurs l'idée, c'est de garder une consistance ou c'est plus... voilà. Où est-ce que tu veux plus au poids? C'est la production, la consistance, fois, comment tu gères ce problème? Un truc que tu n'as pas anticipé, même un format que tu n'as jamais... comme ce que tu disais, c'était intéressant ce que vous avez fait avec Brut. Donc, en fait, vous avez juste... ça a pris, mais je ne pense pas que vous y attendez. Donc, comment on arrive à cette singularité, si on peut l'appeler comme ça? Alors, je pense qu'il y a quelques règles. Il y a une master règle qui est il faut faire des choses que les gens auraient envie de regarder en organique. Pourquoi est-ce que Brut, ça a marché? C'est que, en fait, Brut, c'est avant tout un média et que la façon dont ils ont présenté la marque est une façon, un mini-reportage et pas une pub. Et ce qui est sûr, c'est qu'un truc qui ressemble à une pub, les gens, ils zappent. Et donc, ça, c'est un peu sur comment est-ce qu'on a nos idées. En fait, on est assez agnostique du format. On est assez agnostique on ne cherche pas forcément une consistance absolue sur le format. On cherche des choses qui sont susceptibles d'être regardées par les gens. Et une façon très simple de faire de la veille, c'est juste d'ouvrir ton feed TikTok ou Reels et voir c'est quoi le genre de truc qu'on te propose. Par exemple, un des formats qu'on a été pionnier en France sur les créas, c'était le format podcast. Où en fait, on fait un podcast, ce qu'on appelle nous fake podcast, donc c'est avec des micros, et on raconte notre histoire. Quoi ? Le fameux face au mur, quand on en a parlé. Donc on n'est pas face au mur parce qu'il y a quand même quelqu'un. C'est quelqu'un de l'équipe qui te donne la réplique, mais du coup, tu racontes ce que tu veux sur un format de podcast. Et pourquoi est-ce qu'on a eu cette idée? C'est parce qu'en fait, en regardant notre feed, on voyait plein de... Tu regardes des podcasts de gens et c'est des petits extraits, des shorts, des machins qui sont poussés. Donc on s'est dit, vas-y, on teste. Et ça a très bien pris. Donc en gros, l'idée, c'est tu pars de l'organique. Tu vas essayer de le mettre à ta sauce et de raconter ton message. Alors, il y a toujours un numéro d'équilibriste entre faire un truc informatif, mais faire un truc qui vend. Donc, c'est toujours... tu tires un peu les deux bords et tu sais jamais vraiment exactement quand et comment tu trouves l'équilibre. Par exemple, on a fait des trucs super entertaining, par exemple, une chanson. Sauf que ça vend pas, parce qu'en fait, les gens, ils kiffent la chanson, ils la regardent, il y a de l'engagement, les gens disent c'est super, mais en fait, c'est pas... ça drive pas d'intention d'achat. Donc, tu pars de l'organique, tu te dis, tu le fais à ta sauce, tu testes 2-3 vidéos, et là, de temps en temps, tu as un format qui prend. Et là, derrière, tu vas le saigner, donc tu vas faire 12 déclinaisons. Nous, on a plein de produits, donc on peut faire des déclinaisons par produit, on peut faire différents hooks, etc. Et donc là, et puis au bout d'un moment, ce format s'épuise. Les gens, en plus, te copient, parce que globalement, dès que tu commences à avoir une petite base de gens qui te regardent, ils vont très rapide. Enfin, tout le monde fait de la veille avec des outils comme l'Ads Library. Tout le monde peut voir ce que fait tout le monde. Et je dis pas que seulement les gens nous copient, nous on copie aussi plein de gens. Oui, bien sûr. C'est le jeu. C'est la règle du jeu aujourd'hui. Mais du coup, les formats ont tendance à s'épuiser assez vite. Et donc, tu as vraiment un truc de speed to market pour poncer ton format avant que tout le monde l'ait repris et qu'on voit plus que ça dans le. Et tu te rends compte qu'il est c'est quoi? C'est le taux de répétition ou tu vois juste le taux de clic? Enfin, c'est des KPIs business de coût. Enfin, c'est quoi le moment où tu dis là, ça y est, c'est la fin? Et deux, c'est aujourd'hui, quand tu dis c'est rapide, c'est quoi le temps moyen de la durée de diffusion de cette bonne vidéo?
Alors, sur le temps moyen de diffusion de cette bonne vidéo, j'ai l'impression que ça se raccourcit de plus en plus. Ah ouais. Mais je ne sais pas si c'est lié au fait que nous, on a aussi des budgets plus conséquents. Enfin, sans doute, c'est un peu les deux. Mais j'ai l'impression que les créas se fatiguent plus vite qu'il y a quelques années. Ce qui rend d'autant plus important la capacité d'itérer rapidement. Et après, comment est-ce que tu vois qu'une créa se fatigue ? En fait, tu le vois parce que... tu le vois déjà sur un métrique. Nous, il y a un métrique qui est très simple, c'est notre blended CAC. Combien de nouveaux clients on a fait ? Enfin, combien on a dépensé, combien de nouveaux clients on a fait ? Quand il baisse, on sait qu'on fait un truc bien. Quand il monte, on sait que... Donc, notamment que la créa se fatigue. Voilà. Et donc, en fait, tu le vois aussi sur les reporting platforms. Donc, tu vois le CAC qui va augmenter au fur et à mesure. Tu as certains métriques qui se dégradent. Et le meilleur... Donc, tu lances en permanence des nouvelles créas. Et la meilleure indication, c'est quand une autre créa vient prendre le spend. Donc, là, quand l'algo commence à switcher son spend, là, tu te dis, il y a sans doute un truc... Ah oui, c'est-à-dire que ta machinerie fait que quelque part, elle décide elle-même de se retirer. Quoi. Elle prend sa retraite. C'est toujours un peu dur, donc parfois tu le forces parce que tu dis, OK, là on se peine trop sur une créa qui drive manifestement les coûts d'acquisition, donc on la coupe, même si Facebook avait décidé de spend, parce que tu veux donner aussi la chance à d'autres créas d'émerger. Ah oui, d'accord. Il y a quand même ces semi-automatiques. Enfin, les plateformes te donnent des indications, tu dois quand même arbitrer. Ouais, voilà. Il y a un peu d'arbitrage manuel. Après, on n'a jamais... tu as aussi le biais de vouloir quand même agir. C'est ça. Donc, est-ce que en fait, la meilleure stratégie, c'est pas de... On n'a jamais testé, peut-être qu'il faudrait qu'on teste de laisser un mois, tu vois, genre sans faire d'arbitrage, de couper, lancer des vidéos. Enfin, lancer oui, mais pas couper, et voir qu'est-ce que ça change. Et j'ai une dernière question à te poser, c'est quand tu dis organique, est-ce que votre trajet, c'est dire on a la créa, on la poste en organique, et c'est notre premier indicateur avant de la passer en paid ? Non, on fait pas ça parce que ça reste une pub et ça performe forcément un peu moins bien en organique. Donc, on s'inspire des formats organiques. Et après, alors comment on structure ? On a une séquence assez claire, enfin, en 2 étapes. L'étape 1, c'est qu'on a une campagne de test. Et dans la campagne de test, en gros, on va mettre les créas... alors, déjà, quand on fait une créa, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire 5 ou 6 vidéos à partir d'un concept. Donc, j'ai mon corps de vidéo brut. Et je vais faire hook 1, hook 2, hook 3, hook 4. Et comme ça, j'ai 4 vidéos. Le hook, c'est les premières secondes. Et c'est un des drivers les plus importants. Donc, je balance mes 4 versions. Et je vais regarder, en fait, en dépensant très peu d'argent, je vais assez tôt avoir des résultats significatifs sur quelques indicateurs. Le premier indicateur qu'on regarde, c'est le hook rate. Donc, sur 100 impressions, combien de gens vont regarder plus de 3 secondes ? C'est le taux de complétion, quoi. Non. L'autre façon de l'appeler, c'est le scroll stop. C'est-à-dire que tu es en train de scroller, tu t'arrêtes pour regarder la vidéo plutôt que de la zapper. Donc ça veut dire que tu as regardé plus de 3 secondes. Okay. Ensuite, il y a un deuxième métrique qu'on regarde, c'est le hold. C'est sur les gens qui ont regardé 3 secondes, combien vont regarder les 15 secondes suivantes ou jusqu'à la fin de la vidéo si elle dure moins de... avec ces 2 indicateurs, en fait, tu as 2 indications. La première, c'est est-ce que ton hook est bon ? Hook est accrocheur. Et après, est-ce que le contenu derrière est bon ? Et ça, il y a 2 choses. C'est est-ce que c'est intéressant dans l'absolu, mais surtout, est-ce que c'est en lien avec ton hook ? Parce que tu pourrais faire un truc super putaclic en hook et après avoir un corps de vidéo qui n'a rien à voir. Et en fait, les gens ils se disent, qu'est-ce qui se passe ? Quoi ce truc, tu vois. Donc, il y a vraiment... Et parfois, tu as des super idées de hook, mais juste... et le hook cartonne, mais juste derrière, c'est décevant parce que c'est pas... c'est pas lié avec le reste. Ouais, donc il faut quand même avoir une créa qui, évidemment, se tienne un peu dans sa narration, quoi. Voilà. Mais c'est intéressant parce que typiquement, tu peux avoir des trucs type ton hold est super élevé, ça veut dire que le contenu est assez intéressant, mais tu n'as pas le bon hook. Et donc là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas retravailler ton hook. Et c'est vachement plus rapide de refaire les 5 premières secondes de vidéo que de retourner toute une vidéo. Après, et donc là, assez rapidement, tu es capable de killer certaines créas. Tu vois, nous, les très bonnes créas, elles vont avoir un hook au-dessus de 40%. Donc si tu as un hook à 15%, tu sais qu'en fait, c'est impossible que la créa elle marche. Ouais. Enfin, tu vois, c'est juste pas possible parce que s'il y a 3 fois moins de gens qui la regardent, même tu peux faire tout ce que tu veux, à la fin, elle aura forcément des coûts plus élevés. Après, un autre métrique qu'on va regarder, c'est le CTR et le métrique qui va avec, c'est le CPC. Et donc, en gros, on a des targets, on sait à peu près une bonne créa, elle est à combien de CTR, combien de CPC. Et après, le dernier métrique qu'on va regarder, c'est le taux de conversion. Et celui-là, c'est un métrique qu'on ne regarde quasiment pas en phase de testing. Parce qu'en fait, quand tu as dépensé 100 € sur une créa, tu peux avoir des variations qui sont purement du bruit statistique. Ouais. Et donc, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est plutôt de se dire, OK, si elle performe à notre taux de conversion moyen du compte, avec ce CPC, est-ce que ça va ? Voilà.
Donc là, tu as testé tes créas, tu es capable d'en killer une bonne partie, et après, tu décides de mettre les créas dans la campagne principale. Et là, c'est le vrai test, parce que est-ce qu'elles dépensent ou pas? Et la plupart, en fait, vont pas dépenser, donc tu vas leur les laisser vivre un peu, puis en fait, à un moment, tu te dis, bon, bah, ok, je vais la killer pour la remplacer, parce que de toute façon, donc, en fait, pour qu'une créa dépense, il faut qu'elle ait passé quand même pas mal de filtres avant. Il y a juste un point, j'ai l'impression que c'est l'équivalent YouTube du watch time ou le hold comme tu l'appelles. J'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent, c'est-à-dire combien de temps je garde la personne sur ma vidéo. J'ai compris la partie hook, comment vous pouvez rapidement la changer, l'améliorer. Mais je me pose la question, est-ce que vous travaillez aussi votre système de hold ou sur YouTube ce qu'on appelle le watch time? Et est-ce que vous avez développé des techniques ou est-ce que c'est des petites techniques juste de dire à la fin de la vidéo, je vais t'annoncer telle ou telle chose? Comment vous travaillez ce côté hold? En effet, on ne l'a pas trop fait, et c'est un des sujets sur lesquels on veut bosser. Par exemple, on a vu une ad qui était assez marrante, une des inspirations où il disait, c'était un truc de thérapie de couple, et il disait, dans cette vidéo, il y a 15 références sexuelles, et il y avait un petit compteur. Et donc, en fait, du coup, ça, tu vois, c'est un truc qui te garde. Donc ça, c'est des petits holds, des petits moyens un peu malins de faire du hold. Mais sinon, non, le vrai truc, au-delà des trucs tactiques, donc tu as plein de trucs, allez voir la fin, attendez la fin de la vidéo, mais c'est quelque part un peu artificiel et un peu plus tactique. Ouais. Le vrai but du jeu, c'est que ton contenu soit intéressant. Okay. Et du coup, alors, sur Meta, tu n'as pas autant de finesse que sur YouTube. Sur YouTube, j'ai l'impression que tu vois ta vidéo et tu vois vraiment, genre, seconde 8, les gens, ils droppent. Bah, là, tu sais que seconde 8, il faut que tu changes un truc. Et donc après, c'est là que c'est de l'art et de la science. Tu n'as pas ce niveau de granularité sur Meta, donc tu sais juste que dans les 15 secondes qui suivent le hook, les gens ont droppé, mais tu sais pas exactement pourquoi. Donc là, c'est un peu toi qui dis, ok, je vais essayer de raccourcir telle partie, peut-être ça, c'est pas assez clair, je vais le retourner. Et après, tu as d'autres trucs. Tu vois, si les gens ne cliquent pas assez, mais que tu as un bon watch time, tu dis, bah, peut-être que le CTA, il n'arrive pas assez tôt, donc tu essaies de mettre un CTA intermédiaire. Il y a quelques techniques que tu peux avoir comme ça pour améliorer les... Et en interne, vous n'avez pas des scripts où vous laissez un peu l'énergie créative de tes équipes, tu les laisses un peu partir dans tous les sens, ou bien est-ce que vous êtes arrivé à un format... Un playbook, tu veux dire, un playbook, voilà, où la vidéo, globalement, elle se déploie d'une certaine manière et une forme de script template ou une manière de faire, ou pas du tout? Oui, bah, en fait, on a un peu le truc, c'est toujours, tu vois, c'est hook. Donc, hook, c'est un truc très visuel. Si possible, en lien avec le problème. Ensuite, agitate. Donc, en gros, tu secoues le problème dans tous les sens pour montrer qu'il y a un pain point. Ta solution. Et ensuite, reason to believe, tu vois. Donc typiquement, tu vois, une des vidéos, notre vidéo classique, c'est hook. Je me suis rendu compte d'un truc récemment, c'est que dans un gel douche, il y a 90% d'eau. Et donc c'est visuel, donc tu le montres, tu dis, il y a ça d'eau, il y a ça de gel douche. Après, agitate, c'est, mais vous vous rendez compte, c'est complètement absurde parce que l'eau, t'en as déjà chez toi, et le plastique, tu utilises une fois, tu le jettes. Solution, c'est du coup, c'est pour ça qu'on a créé 900 care. Là, t'expliques, tu dis, bah, là, ces petits bâtonnets, tu mets dans ta bouteille, tu rajoutes l'eau, et après, reason to believe, c'est plus écolo parce que tu jettes pas d'eau, c'est plus simple parce que tu vois, on a une super note sur Yuka, c'est plus pratique, c'est livré chez toi, etc. Et après, call to action, ça coûte que X euros, commande maintenant. Et donc, en fait, la plupart des vidéos, elles ont plus ou moins ce même truc. Donc, on a, typiquement sur un format fake podcast, ça va être plus ou moins le même script, mais juste delivered différemment. Après, on a des formats type micro-trottoir. Tu l'adaptes, mais c'est toujours... Vous saviez qu'il y avait 90% de l'eau, mais à votre avis, c'est quoi le premier ingrédient de machin? C'est de l'eau. Après, mais en gros, c'est un peu toujours ce même format qui marche. Ah oui, donc il y a quand même un enjeu de type de format, parce que tu as dit fait de podcast, le micro-trottoir, puis la créa un peu UGC. Et c'est vrai qu'il y a, dans un format qui globalement est le même dont tu viens de donner la méthodologie, il y a aussi aller chercher en permanence, et c'est vrai que d'en allant sur TikTok, les nouveaux formats ou la nouvelle manière de l'exprimer. Il y a ces trucs, j'ai vu cette mode par exemple des photos 20 ans après sur Insta, avec la même musique, le même cut et tout ça. Donc à chaque fois qu'il y a un truc qui est un peu trendy comme ça, vous dites on l'attend. Et c'est comme ça que tu nourris, parce que j'ai une question depuis tout à l'heure, c'est business de push égale méta, nécessité de créer de la vidéo soi-même en interne, parce que sinon ça va te coûter tellement cher en prod, d'autant plus que tu as une ad fatigue plus rapide.
comment est-ce que vous avez organisé ce studio de créa? Et c'est pour ça que c'est pas neutre de dire la nouveau truc qui traîne sur TikTok. Comment est-ce que vous avez créé cette boucle? J'imagine qu'il y avait pas mal d'impro au début, mais aujourd'hui, j'aimerais voir l'histoire du moment où vous dites putain, il faut qu'on produise nous-mêmes des tonnes de vidéos pour finir par aboutir à cette méthodologie que vous avez mis en place. Ça commence comment? Parce que j'imagine que vous vous attendiez pas à devoir faire ça il y a 3 ans. Non, évidemment. En fait, en gros, c'est juste au début, ça commence par, comme je te dis, c'est la vidéo brute. On a cette vidéo brute qui tourne depuis 6 mois. Elle a des performances meilleures que tout le reste qu'on a testé. Vas-y, viens, on essaie d'en refaire une. Donc là, on avait une alternante qui faisait de la vidéo. Elle est venue chez moi, elle m'a filmé pendant machin, elle a fait un montage. On a posté, ça a marché. Puis on s'est dit, ok, on refait. Donc après, moi, je l'ai refait, ça me prenait du temps. Et puis à un moment, on s'est dit, ok, là, il faut qu'on se structure. Donc on a recruté un poste qu'on pourrait appeler créatif stratégiste. C'est la personne qui va écrire les scripts et qui va globalement gérer. En fait, en gros, c'est un rôle super intéressant. Tu fais de la veille, donc tu as des idées, tu écris des scripts, tu gères. Donc après, tu as des équipes qui tournent et qui montent, mais donc tu gères ces équipes pour leur dire voilà, tu vas bosser là-dessus. Et après, tu analyses la vidéo. Tu lances et tu analyses la vidéo et tu proposes des itérations. Donc c'est un peu le rôle. C'est la même personne qui gère l'ensemble de ce process-là. Oui. Putain, c'est hyper large dans le sens où. C'est large. Surtout la partie analytique, je me disais, t'as un mec avec cheveux longs qui écrit sur les murs des scripts, et puis ensuite il balance ça, à l'ancienne. Donc c'est la même organisation. J'imagine qu'il y a peut-être il y a des rôles à l'intérieur qui gèrent l'ensemble de la. Donc c'est la même personne qui gère tout ça, et la seule chose qu'elle gère pas, c'est du coup la partie tournage. Et la partie montage. Okay. Mais après, elle va faire des suggestions de tournage et de montage. Et pourquoi c'est important que ce soit la même personne? C'est parce que, en fait, tu es obligé d'avoir les deux. C'est vraiment une vidéo qui marche bien, c'est l'art et la science, quoi. C'est être capable de... Parce qu'en fait, sinon, si tu as juste des idées et que tu n'es pas capable de faire la boucle itérative de comment est-ce que j'ajuste mon idée pour qu'elle marche, en fait, ça marche. Ça marche pas, quoi. Enfin, en tout cas, tu as moins de chances de réussir à... Tu as moins de chances. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ta knowledge base, c'est cette personne. Oui. C'est des profils rares quand même, parce que là, ce que tu décris, c'est effectivement, je vois la puissance de ce genre de profil qui a le côté créatif, qui s'auto-alimente avec le retour donné, analyse. C'est assez rare que tu... C'est assez rare. Après, il faut... et la personne qu'on a est super, mais et donc on a beaucoup de chance de l'avoir trouvé. Et d'ailleurs, c'était assez... ça a été très opportuniste, parce qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui m'a contacté comme ça en me disant... Il m'a envoyé un mème en disant genre, comment je me vois, et si je sais plus si c'était Avenger ou quoi, genre c'était 900 Care ou le CMO de 900 Care et moi genre son Batman, son Robin, quoi. Et donc on a discuté, donc c'était assez drôle. Donc ça s'est fait un peu comme ça, de manière un peu organique. Donc en effet, c'est un profil rare. Après, c'est pas non plus rocket science sur l'interprétation des... si tu veux, tu as 4 KPI à comprendre et comprendre ce que ça veut dire. Donc non, mais c'est plutôt le process. Moi, effectivement, c'est plutôt le fait de générer une feedback loop et de réussir à s'améliorer. Parce qu'effectivement, un créatif et que tu dis, regarde, là, t'es à 0%, c'est de la merde, regarde, t'es à 40%. Bon, avant qu'il soit complètement débile, ce qui n'est pas exclu, hein, mais il va comprendre. C'est plutôt comment est-ce que tu crées un chemin de progression. Parce qu'en fait, il peut se dire, ah, ça a merdé. Et puis, il recommence, il fait peu ou prou la même chose. Tu vois, d'arriver à progresser qui est assez fort. Là, c'est oui, en effet, c'est la partie. Mais pour le coup, c'est un truc où un créatif est assez. Je pense, c'est justement c'est plutôt un profil créatif dans le sens où tu sais que ça a merdé. Il faut que tu trouves 3 autres idées pour le faire différemment. Ouais. Et sur les 3, il y en a peut-être une qui marchera, quoi. Donc, je reviens sur vous avez commencé, en fait, ça a été un peu malgré vous, vous êtes rentré dans ce process on doit générer nos propres idées, notre propre prod. Aujourd'hui, en termes de personnes qui sont en charge de ça, on va parler de la personne qui gère le truc, mais la production, et puis surtout, combien est-ce que tu es capable de dire je pense que oui, combien vous produisez de formats par an? Voire par mois. Peut-être que prends le truc que tu maîtrises. En gros, donc on a une équipe aujourd'hui donc il y a le créatif stratégiste qui pilote ensuite 2 squads. Et les squads, c'est 3 personnes. Donc 7. Et l'objectif, c'est de faire 40 créas par mois. Sachant que dans les 40 créas, on va pas... une vidéo avec 3 hooks, ça compte pour une créa. Ok. Mais dans les 40 créas, du coup, il y a un mix de les créas qu'on fait en interne, des créas UGC qu'on délègue à des créateurs. Donc, une partie des équipes fait un contact des créateurs, leur envoie des scripts et juste pilote ça. Et une partie de retravail de créas existantes. Donc, on a des objectifs pour chacune des catégories
Donc, mais c'est en gros 40 créas formelles par mois, qu'elles soient faites par vous à l'extérieur, et ensuite, ça ne compte pas de déclinaison, quoi. Voilà. Hors déclinaison. Ok. Hors déclinaison, enfin, tu vois, en gros, c'est. Mais dans les 40, je compterais un retravail de t'as lancé tes créas, tu refais un hook, bah ça. Oui, c'est pas 40 scripts nouveaux par mois, parce que alors là, enfin, ça me paraît trop. Mais ça fait une production énorme, quoi. Enfin, je veux dire, c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, tu te positionnes en tant que client, tu vois des créas, tu trouves ça marrant, mais tu ne te rends pas compte de la machinerie qu'il y a derrière. Parce que 40 créas, on va dire originales, quelle que soit l'exception de la chose, c'est un vrai boulot. Et en fait, c'est le prix à payer quelque part pour arriver à cette créa qui fonctionne, quoi. Complètement. J'ai une question sur l'adaptation, parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas un peu au-delà de Meta, où est-ce que vous naviguez, est-ce que vous êtes sur TikTok, YouTube, les Reels et tout. Alors, première question, vous êtes où en termes de présence au-delà de Meta et de Facebook, et comment vous faites cette adaptation, parce que aussi les codes algorithmiques sont un peu différents, par exemple entre un YouTube avec les Reels versus un Instagram, plus un, je sais pas, TikTok aussi, et en plus ça change tout le temps avec des modifs. Ça m'intéresse vachement de voir, ok, il y a la machine, ça sort des choses. Maintenant, en fait, vous êtes quand même sur des sables mouvants, ça change tout le temps, il faut adapter, chacun ses codes. Souvent, les scripts, effectivement, il y a des équivalents, le hold, le time to watch, par exemple, sur YouTube, etc. Ça m'intéresse vachement de comprendre un peu ce côté adaptation. Alors, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de notre semaine est sur Meta. Ok. On dépense un peu sur TikTok, mais TikTok, c'est vraiment on and off. Ok. TikTok, j'ai une conviction, même si tu parles aux équipes de TikTok, elles te disent que non, mais j'ai une conviction qu'ils organisent la fatigue créative des ads. Ah. Pour te pousser à en reproduire encore et encore. Parce qu'ils veulent être la plateforme de la nouveauté, et donc c'est pas possible pour eux d'avoir une ad qui tourne pendant 6 mois, alors que c'est possible sur Meta. Sauf que c'est super chiant quand tu es créateur de contenu. Enfin, tu vois, parce que en fait, vu les stats que je vous donne, globalement, si mon ad sur 100 qui marche bien, je peux l'exploiter pendant 2 semaines avant qu'elle se fatigue. Tu devrais l'avoir sur TikTok autant que sur Meta. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Et donc, on dépense un peu sur Meta. On a fait des tests sur YouTube. On n'a jamais réussi à se convaincre de l'incrémentalité. Donc, en gros, tu vois, quand tu triangules avec le post-purchase, l'évolution du blended CAC, on a même fait un géolift. Donc, on a allumé Shorts sur une partie de la France, on l'a pas allumé sur l'autre partie. On n'a pas vu d'incrémentalité, donc on s'est dit qu'on n'investissait pas trop dessus. Donc, l'essentiel est sur Meta. Après, la réponse à ça, c'est faut pas se poser trop de questions. Faut balancer tes créas sur toutes les plateformes que tu veux tester. Et potentiellement, c'est souvent les mêmes qui marchent d'ailleurs. Et potentiellement, s'il y en a une qui était plus TikTok, peut-être qu'elle prendra sur TikTok, elle ne prendra pas sur Meta, et c'est une bonne nouvelle. Mais en tout cas, on ne se pose pas trop la question de dire, on ne fait pas du rework pour dire comment est-ce qu'on l'a fait marcher sur TikTok. Non, c'est toujours mais alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait, Insta est à 900K ce que Google est à l'Igo, parce que je te rejoins sur TikTok. Bon, outre le fait qu'évidemment, ce que tu vois dans TikTok, c'est la fin du monde. Mais la position de YouTube, elle est marrante, parce que je pense que c'est pas la première fois dans le podcast qu'on en parle. C'est très bâtard comme média. Parce que, ou alors c'est le génie de Meta d'arriver à donner de la perf, de la durabilité, d'avoir une espèce d'avoir tous les bons paramètres pour te permettre de développer. YouTube, pareil, j'ai fait du YouTube. Est-ce que c'est le CTR, le nombre de views, le CPM, le post-purchase? Il y a rien il y a quelque part rien qui va. Est-ce que c'est vraiment un mi-chemin entre la télé, mais sans le côté explosif d'une grosse audience, et en même temps, il n'y a pas ce côté perf, parce que c'est relativement cher. C'est assez peu contrôlable. Enfin, c'est marrant. Bon, et de fait, quand tu vois les formats qui passent sur YouTube, tu as l'impression que c'est un peu tu vois, ce qui est passé en télé, qui est à moitié retravaillé. Tu as du Vérissure, du Carglass, parce que de toute façon, ils arrosent partout. Et que YouTube récupère une partie, mais il n'a pas réussi à se positionner en contenu organique. C'est quand même fabuleux comme truc. Enfin, il y a tout. Mais en place de publicité, elle est un peu nulle part, cette plateforme, quoi. Et c'est étonnant parce que fondamentalement, les mêmes personnes vont sur Insta et sur YouTube. Donc pourquoi est-ce que leur comportement vis-à-vis de la publicité est aussi différent? C'est incompréhensible. C'est une énorme faiblesse des équipes produits à YouTube, mais c'est incompréhensible. Ils ont une masse de données qui est comparable, voire plus importante que Meta, et pourtant ils n'y arrivent pas, quoi. Je connais personne qui dépense de l'argent sur... en tout cas, dans le monde des DNVB...
personne dépense de l'argent sur. Il y a Asphalt qui a Asphalt, beaucoup de Français. Et justement, je voulais j'avais contacté William pour faire un épisode dessus parce que précisément, ils ont fait une vidéo avec Théo Léon dessus. Et c'est la seule marque que je connaisse qui est durablement investie. Ça se trouve, ils ont arrêté, mais ou alors c'était parce que c'était on les voyait beaucoup avec, énormément. et avec des trucs plus storytelling, etc. Mais ouais, c'est ça. Parce que c'est ça la clé. C'est que face à d'autres pubs, moi je pense, et je veux bien votre avis, c'est que c'était storytelling, c'était fait différemment. Donc peut-être t'accrocher. Moi, les premières pubs Asphalt, je les ai vues plus comme une histoire. Ouais. Je dis, c'est une belle histoire. Et peut-être c'est ça ce qu'ils ont craqué au final. C'est juste que des fois, tu oublies que c'est juste. Ouais, tu vois, mais c'est là que le mimisme de l'organique à la fin. On revient un peu à ça. Ouais, mais alors c'est d'autant plus juste que tu dis, c'est que comme ça se place entre la télé et Meta, finalement, il faut avoir un peu du clip télé classique et pas quelque part tout ce dont tu viens de parler, de la manière dont tu crées des spots, tourner vers la performance, parce que justement, l'audience, la manière de consommer YouTube va contre le type de format aussi. C'est sûr. Ça pour le coup, pour nuancer mon propos, en effet, je pense que sur YouTube, c'est sans doute des codes différents. Et d'ailleurs, un truc qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'on parlait du podcast du CMO de Revolut qui parlait du bas du panier. Donc, je pense qu'on a un bon bas de panier, c'est-à-dire que le côté perf aujourd'hui est très bien maîtrisé. Et donc maintenant, on est en train un peu de se poser la question de la strate au-dessus et de faire des créas du coup un peu plus top of funnel, un peu plus produites, un peu plus marrantes. Et là, on commence à faire ça tout juste. Et on n'a pas encore testé sur YouTube, mais je me dis que ce serait une bonne occasion de retester YouTube. Parce que ces créas-là pourraient potentiellement mieux fonctionner sur il faut qu'on arrive à faire un épisode avec la personne chez Asphalt qui a piloté cette partie-là, parce qu'effectivement, parce qu'eux, en fait, ils étaient ils ont été au deuxième étage du funnel tout de suite. Ils ont réussi à le craquer. Et effectivement, ça allait justement. Là, tu m'offres une transition, c'est qu'effectivement, tu maîtrises ce safety net, on va dire Antoine Lenel, qu'il trademarque cette expression. Au-dessus, on a parlé avant le début de ce podcast de la télé. Vous avez testé d'autres choses comme la télé. Et quel est ton retour d'expérience là-dessus? Et du coup, c'est quoi la prochaine étape pour monter dans le funnel? Tu l'as un peu dit, mais comment tu l'appréhendes? Mais d'abord, tu as fait des tests en télé. Ouais, la télé, on a fait des tests après notre toute première levée. Comme je pense beaucoup de marques, tu me dis, voilà, c'est bon, j'ai de l'argent. La télé, le métro. Je vais lancer en télé. Écoute, résultat pour nous mitigé. Mitigé dans le sens où ça nous a coûté très cher et on n'a pas vraiment vu de ROI. Alors certes, on a vu les KPI des autres plateformes s'améliorer, mais au global, le CAC, le coût d'acquisition moyen a augmenté. Quand on regardait le post-purchase survey et qu'on essayait de trianguler les gens qui disaient nous avoir connus via la télé, pareil, ça faisait des coûts d'acquisition qui étaient très, très élevés. Donc on a décidé de ne pas renouveler l'expérience. Et si je prends un peu de recul, je pense que la télé, ça peut être quelque chose de très adapté à un média, à une marque ou un produit pool, parce que du coup, tu l'as vu à la télé, et donc quand tu vas faire ta recherche, tu es plus susceptible d'aller soit taper le nom de la marque, soit reconnaître la marque dans les listes proposées par Google dans ta recherche. Pour un produit push comme le nôtre, je pense que la télé, elle est adaptée une fois que tu as une grosse distribution nationale en supermarché, parce que là, du coup, tu as plus de chances de reconnaître la marque en rayon et de l'acheter. Quand tu es pure DTC, en fait, et que tu as un produit push, globalement, le gros de tes retombées, c'est les mecs qui sont devant leur télé avec leur téléphone, qui tapent 900 KR et qui vont acheter direct. Ouais. Et on a eu un spot qui a très bien réagi, mais en fait, on avait des coûts, le coût par clic était 6-7 fois supérieur à ce qu'on a sur Meta. Et donc, ça marchait pas, quoi. Il y a pour en avoir fait beaucoup avec Ligo, je pense, à ce stade-là de votre développement, il y a un peu un effet de courbe en J, c'est-à-dire que tu vas quand même perdre beaucoup avant de commencer à augmenter, parce que quand tu triggers un indice de notoriété fort, c'est quand même assez magique, et ça se voit sur ton nombre de ton brand keyword qui augmente. Le seul truc que tu ne sais pas, c'est combien il faut dépenser. Combien de temps va durer le creux de la vague avant de remonter. Mais ça, je l'ai vu sur Ligo, on le voit. C'est juste ce qui t'empêche d'y aller, c'est que personne ne va te dire c'est 1 million, c'est 10 millions, c'est 20 millions, c'est 55 euros, tu ne sais pas. Mais il y a cet effet-là aussi, je pense. Tu as tout à fait raison sur le fait que ton top of mind, c'est que si on voit le produit 900 Care au Monoprix ou chez Intermarché et qu'on a vu une pub à la veille, on va
maximiser le potentiel d'achat, d'autant plus que tu as un discours qui est différent de tes concurrents. Mais il y a quand même ce truc-là que je vois, notamment parce que tu as en fait la même logique de quels sont les placements, quelles sont les heures de diffusion, les carrefours d'audience, qui accourt, sauf que c'est beaucoup plus cher. C'est potentiellement beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus impactful, mais c'est beaucoup plus cher. Mais c'est un peu la même logique de test. Et je dis ça parce que nous, on avait deux stratégies chez Ligo. C'était acheter des carrefours d'audience importants, genre juste avant, juste après le 20h, en clip normal, de 25, entre 15 et 25 secondes. Tu en achètes peu, mais tu les achètes au moment où tu sais que tout le monde a la télé, et d'arroser en sponsoring. Ouais. Et quand tu moyennises ça, en fait, tu arrives à pas payer trop cher parce que c'est ultra cost-based. C'est-à-dire que ce que tu veux, c'est choper la campagne de sponsor, enfin les campagnes de sponsor au rabais. Tu es obligé d'avoir 5 ou 6 campagnes de sponsor qui tournent en permanence, parce que si tu fais juste la campagne de sponsor de la météo de BFM, pas d'impact. Il faut bombarder en sponsor à des moments, et il faut avoir quelques gros clips qui sont... c'est un peu de la dépense égaux, mais en fait, tu vois, où tu vas réussir. En fait, c'est pair versus brand quelque part, et ça coûte très cher. Les vagues sont c'est 500 000 balles sur 6 semaines, quoi. Mais t'arroses, t'as un nombre de GRP qui est énorme, et tu fais on, off 2 fois par an. Mais ça marche pour le travel, hein, mais c'est ça. Moi, je dis, c'est à moins de 1,5 million par an, la télé est inutile. Oui. Cette stratégie, juste pour rebondir, était exactement... Alors, elle était hackée, parce que j'ai remarqué un truc à un moment donné, c'est qu'il y avait des marques DNVB qui, en utilisant, qui veulent être mon associé, ont exactement utilisé ça, sauf je pense qu'ils n'avaient pas payé, évidemment, pour le passage, mais sur la période qui a suivi, et je pense même avant, mais surtout qui a suivi, là, c'était exactement ça, et je pense qu'ils ont explosé leur ça, c'est chiffre sûr. d'affaires. Mais c'est encore un truc différent, parce que là, tu as vraiment 10 minutes ou 15 minutes pour mettre en avant ta marque. Là, c'est plus... de façon pas ultra publicitaire, donc sur un format que les gens ont envie de regarder. Mais je suis d'accord avec toi, mais tu vois, ma question, c'est si tu avais mis 1,5 million en campagne d'awareness ou vidéo views ou même campagne d'acquisition sur Meta, est-ce qu'à la fin, tu n'as pas un résultat qui est supérieur ou, Je pense pas. Alors, à la différence que peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Là, je te parle de jusqu'à il y a 5 ans, où la télé était encore le média leader d'opinion. Il y a un truc que tu remplaces pas avec la télé, c'est le vu à la télé. Ouais. Et vu sur Meta, il y a des trucs pour faire, il y a des trucs à base de plantes vertes pour te faire repousser les cheveux. Enfin, t'as tellement de produits, t'as des trucs à abdos en ce moment, c'est la mode. Peut-être moi qui le vois. Ouais, c'est peut-être. C'est beaucoup moins Non, que. tout le monde là, t'inquiète. Ouais. Ça, il y a aussi des trucs. Non, tais-toi. Non, l'effet de crédibilisation de la télé. Aujourd'hui, je sais pas. Peut-être que ça a baissé parce que les audiences se parcellisent, les intérêts. Tu vois, tu peux consommer du contenu bien plus intéressant ailleurs qu'à la télé. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a ça quand même, ça te fout un coup de tampon, quoi. Mais je vous pose à vous deux une question. À quel moment c'est vraiment logique de faire le vu à la télé ? Est-ce que quand à un moment donné, parce qu'effectivement c'est une réflexion naturelle de dire si je continue à dépenser les 1,5 million sur la plateforme, je continue à faire mes ventes. Mais est-ce qu'à un moment donné, on n'atteint pas un plafond ou un plafond de verre ou ça stagne ou autre, et il faut aller chercher ce vu à la télé ? Est-ce qu'il est toujours... est-ce qu'il y a un moment... C'est ce que disait Émeric, c'est que tu as ton level 1 safety net qui est bien rempli, qui est fonctionnel. Tu vas vouloir aller chercher... Enfin, en fait, tu es un peu forcé d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher au-dessus. Mais je reviens sur cet épisode avec Antoine, c'est que tu veux qu'il y ait des effets sur tes KPIs du tier 1, mais il y a un moment donné où en fait, si tu as une taille critique assez importante, ça devient intéressant de faire du sponsoring de clubs sportifs, si tu veux. Mais ça, c'est le haut de funnel, et c'est vrai que tout ce qui est entre le 1 et le 2 et le 3 est assez compliqué à appréhender, mais en fait, c'est le trajet normal des boîtes qui grossissent. Tu vois, Revolut fait sponsorise la ligue, je crois la ligue de foot anglaise ou je sais pas quoi. En fait, tu as un trajet où ce qu'il disait, c'est à un moment donné, déjà, tu veux écraser un peu ta concurrence. C'est un peu un truc de... Et puis tu rentres... En fait, il faut savoir à quel moment tu rentres dans la catégorie du dessus. Et quand tu es dans la catégorie du dessus, tu es obligé de faire... c'est Mastercard, c'est Coca, tu es obligé d'arroser pour
parce que, enfin, je sais pas comment dire, mais parce que c'est devenu. T'es plus une marque qui fait de l'acquisition, t'es une marque qui est là pour faire partie du quotidien des gens. Et bon, c'est ce qu'on souhaite à 900K, mais c'est vrai que ce que tu ne sais pas, c'est combien de dizaines ou de centaines de millions il faut mettre. Mais tu vois le trajet de ces marques-là, et encore une fois, Revolut est un bon exemple, c'est inévitable. C'est-à-dire que je ne pense pas que ces marques-là se disent non, jamais je ferai du sponsoring. Ouais, c'est un passage obligé, en gros. C'est, à mon avis, un passage obligé. La seule question, et vous êtes entre le 1 et le 2, c'est quand est-ce que quand tu passes du 1 au 2, à quel moment, tu vois, quels sont les indicateurs internes de volume de business qui font que tu vas passer du 1 au 2, et puis même chose du 2 au 3, sauf que tu rajoutes quelques zéros dans ton chiffre d'affaires. Mais c'est inévitable. Ouais. Mais je pense que le vrai juge de paix, c'est la croissance. En fait, si ton niveau 1, il te suffit à croître, et que tu mets plus d'argent sur niveau 1 et que ça croît, ne te pose pas la question de te diversifier. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc, c'est marrant, parce que je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est de se dire, tu vois, moi j'entends des marques qui sont encore toutes petites, dire, il faut qu'on teste 5 canaux, etc. En fait, non, prends un canal, ponce-le, deviens le meilleur sur ce canal, tu verras, tu vas être capable de grossir beaucoup, et une fois que tu arrives à saturer ce canal, tu vas chercher ton deuxième meilleur canal. Ça, c'est... Plutôt que de dépenser toutes tes énergies sur faire 5 trucs moyennement. C'est vrai. Ça, je pense que si tu veux résumer ce que doivent dire tous les CMO qui font des missions de conseil, c'est cette phrase. Ouais. Après, eux, ils essaient de te la vendre plus cher, mais c'est évident. Et tu as raison, sur les marques qui veulent faire de la télé. Enfin, il y a ces fameux trucs post-levée de fonds des années un peu folles, tu faisais du métro pour faire du métro. Néanmoins, voilà, aujourd'hui, vous êtes... alors moi, j'ai 2 sujets un peu pour clôturer. C'est que du coup, comment tu envisages ce passage de second palier ? Et puis, le rôle de l'IA parce qu'on est obligé, ça va faire une heure qu'on parle, on n'a pas parlé d'IA. Toujours mettre un peu d'IA. Non, mais dans ce processus créatif. Parce que, on va commencer par ça. Est-ce que c'est une aide ou est-ce que vous l'utilisez ou pas, ou est-ce que tu vois qu'il y a un potentiel pour driver plus de créa et pouvoir justement mieux exploiter Meta ou aller sur TikTok, ou est-ce que pour l'instant, dans ce processus d'acquisition, vous l'utilisez pas trop ? Alors, ok. Première question... Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore atteint notre plafond sur le Step 1, donc on continue à beaucoup investir sur le Step 1, mais on commence à réfléchir à d'autres trucs un peu plus haut de funnel. Donc, est-ce que c'est l'influence Si, tu vois, j'ai plein de doutes sur le modèle de l'influence, notamment avec la migration vers des modèles plus algorithmiques, où en fait, finalement, tu vas payer très cher pour quelqu'un qui a beaucoup de followers. Il poste ses vidéos et comme elle est naze, personne ne la voit. C'est ça. Tu vois, je pense que c'est compliqué aujourd'hui dans l'influence. Mais voilà, on teste plein de trucs, du mailing, plein de choses. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de truc qui soit capable de remplacer Meta ou même de bien complémenter Meta. Donc, on reste très focus sur Meta. Sur l'IA, en gros, aujourd'hui, c'est pas encore prépondérant. Alors, je pense qu'il y a un truc, c'est nous, on fait assez peu de statique. Donc, on fait beaucoup de vidéos. Ouais. Et assez peu de statique parce qu'on a un concept qui a quand même besoin d'être expliqué visuellement. C'est-à-dire que je te montre les bâtonnets dans la bouteille, je rajoute l'eau, ça c'est bon, t'as compris. Mais expliquer en une phrase ou une image, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a un concept assez novateur et donc on n'a jamais vraiment réussi à... On a des créas statiques qui tournent, qui sont très axés conversion, genre ton kit à X euros, mais ça c'est pour des gens qui connaissent déjà un peu la marque, c'est limite du retargeting. Mais on n'a pas réussi à scaler les statiques. Néanmoins, aujourd'hui, il y a plein de tools qui te permettent de faire plein de créas statiques. Sur la vidéo, aujourd'hui, on l'utilise assez peu sur la partie script. Un tout petit peu. Typiquement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est en gros, réécris-moi ce script pour qu'il soit compréhensible par un enfant de 8 ans. Tu vois, qu'est-ce qui n'est pas clair, qu'est-ce que tu peux raccourcir, etc. Tu reprends jamais le truc tel quel, mais au moins, tu te dis, ah ouais, c'est vrai que là... C'est un assistant, il te pointe des trucs, mais c'est pas lui qui va créer le script. Oui. Non, et après, tu peux lui demander des idées, mais j'ai jamais vraiment réussi. Mais tu vois, par exemple, c'est marrant, parce qu'on disait beaucoup plastique à usage unique. Et en fait, maintenant, on dit plastique jetable. Et en fait, c'est plus compréhensible, tu vois. C'est un truc qui est plus... T'as plein de mots, en fait, qui juste... dans le détail, ça aide pour éclairer des trucs dans le détail, mais c'est pas central dans le processus créatif. Donc, t'as un peu ça. On l'utilise beaucoup sur le sous-titrage. C'est assez bluffant, parce qu'aujourd'hui, en fait, le sous-titrage, c'est instant. Il prends un text-to-speech, tac, tu corriges à la marge parce qu'il y a 2-3 mots qu'il ne comprend pas bien, et puis c'est bon. Donc, un process qui était très long, et puis où il y avait plein d'erreurs tout le temps, maintenant c'est très rapide. Et, voilà. On peut récupérer un outil, on aime bien récupérer 2-3 outils. Alors, sur le sous-titrage, on utilise un truc qui s'appelle Submagic. Submagic, ok.
Et après, on en parlait un petit peu avant de lancer l'enregistrement, mais on l'utilise beaucoup pour tester des créas à l'international. Donc en fait, je crois que l'outil qu'on utilise s'appelle Rask, rask.ai. Et c'est magique, quoi. Tu mets le truc, tu mets ta vidéo et il te le sort dans toutes les langues, avec les bons sous-titres, avec ta voix, mais en allemand. Donc c'est très drôle, quoi. Quand on a lancé, t'avais des vidéos de moi qui parlaient toutes les langues, c'était très marrant. C'est perturbant, non? Et après, c'est pas non plus. Aujourd'hui, la qualité est déjà bluffante. C'est suffisant pour tester des vidéos et voir lesquelles vont marcher ou pas. Mais ce qu'on fait typiquement, parce que assez rapidement, les gens disent quand même c'est de l'AI. T'as des questions qui se posent, par exemple, tu fais une créa en portugais, au milieu du truc, le mec switch sur l'accent brésilien. C'est comme si toi, tu avais une créa en français où en fait, le mec il commence en québécois et finit en français. Enfin, si tu veux, il y a des trucs qui sont encore pas tout à fait. C'est pas encore tout. Il y a encore un peu une marge de progression. Voilà. Mais en tout cas, ça te fait gagner un temps fou. Et après, du coup, tu peux aller refaire ta créa avec un créateur, mais en sachant que c'est la bonne créa, plutôt que de faire chier à payer pour voir, quoi. Donc là, tu payes pas, tu vois le truc direct. Hyper, ouais, c'est d'abord, en fait, c'est d'abord avant tout la vocation de ces outils-là, quoi, c'est de faciliter des process un peu à la con. Donc on dit que ça change le monde, mais il y a aussi toute cette partie de ça accélère des petites choses. Tout ce qui est chronophage, quoi. Tout ce qui est chronophage, et ça, bon, c'est pas, enfin, il y a quelque chose de pas révolutionnaire en fait où c'est tellement évident qu'il faut les utiliser qu'on les utilise, où il n'y a pas une énorme marche à passer. Et ben, écoute, je pense que on a fait le tour, c'était super intéressant. Là, je retiens, en fait, pour toutes les marques B2C. Et j'ai cette conviction, même si on en parlait au déjeuner avec nos fans, j'arrive pas à le mettre en place chez Diego. Il y a deux choses. Il faut avoir sa content factory. Et quelque part, il faut devenir, ça c'est le grand truc, il faut devenir son propre média. Je sais pas si c'est un truc qui est réaliste pour tout le monde, mais internaliser le contenu en fait. Ouais. C'est le résumé, c'est quand tu vends des produits comme 900 Care qui sont très en push, tu internalises, tu crées une content factory qui fonctionne. Ouais. Et internaliser, c'est le comment. Et après, le quoi, c'est aussi de se dire comment est-ce que tu fais du contenu que les gens ont envie de regarder. Ouais. C'est ça le plus important, en fait. Finalement, les gens, ils veulent des histoires, ils veulent apprendre des trucs, ils veulent être surpris, ils veulent rigoler, ils veulent être émus. Et c'est comment est-ce que tu crées ça, parce que si tu es là juste pour vendre ton produit, en fait, ça... Et c'est un peu la revanche des réseaux sociaux sur la télé. C'est que tu es sanctionné tout de suite. Ouais. Mais c'est hyper intéressant, enfin, juste pour peut-être reboucler avec le tout début, je pense que le parallèle avec les médias traditionnels, il est vraiment génial. C'est qu'avant, tu passais 6 mois à réfléchir ton spot avec des créas, machin, tu dépensais 200 000 balles pour monter le spot, tu balançais à la télé et ça marche pas. Aujourd'hui, en fait, tu as complètement renversé la table, tu fais des trucs très low cost, tu les testes, tu testes 1000 messages, tu peux, en fait, via tous tes messages, segmenter des gens différents, donc trouver le bon message qui va parler à telle audience, même si c'est Facebook qui va les trouver. Et c'est génial, en fait, tu es capable d'aller tellement plus vite et d'apprendre tellement plus. Et moi, juste un peu dans cette conclusion, il y a un truc qui m'a intéressé un peu dans tout ça, c'est que j'ai compris que aussi tu es dans le modèle du personal branding indirectement ou directement, voulu ou pas voulu. Ce côté, toi, fondateur, te mettre en avant, comment tu l'as pensé, comment tu l'as vécu au départ et aujourd'hui, est-ce que ça fait carrément sens parce que c'est dans la continuité de l'évolution des médias, parce qu'au final, aussi, un peu comme nous tous, on devient un peu dirigeant de boîte, mais notre propre média. Et donc, comment tu vis un peu aussi ce côté personal branding, puisque beaucoup de vidéos, tu es présent dessus? C'est pas du tout un truc qui a été pensé au départ. Et même au départ, sur les premières plateformes de marque, on disait non, mais la star, c'est le produit, on va pas du tout l'incarner, etc. Et en fait, on a eu cette vidéo qui a bien marché. Ensuite, on a essayé de faire des vidéos qui n'étaient pas incarnées, qui ne marchaient pas. Et du coup, on s'est dit, bon, vas-y, on refait une vidéo brute. Donc forcément, c'était encore moi. Et forcément, comme ça a marché, on a continué à le faire. Donc c'est un peu par défaut que c'est arrivé. Mais si je prends du recul, finalement, ça a énormément de sens parce que nous, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est un David contre Goliath, c'est expliquer pourquoi nous, on va essayer de changer une industrie qu'on trouve dysfonctionnelle. Et du coup, on s'oppose sur des critères objectifs comme l'eau, le plastique, etc. On s'oppose aussi sur des critères émotionnels qui sont personne ne sait qui est derrière Colgate ou Unilever. Ouais. Et il n'y a personne qui met sa tête sur un truc. Donc quand on te vend un produit où il y a des ingrédients controversés, tu ne sais pas à qui parler. Qui est à l'origine de ça, quoi. Ouais.
quand tu mets ta tête sur ton produit, en fait, ça humanise la marque. Ça fait que les gens, ils ont plus confiance parce qu'ils se disent, lui, en fait, il monte sa tête. Il peut pas me vendre un produit de merde parce que c'est sa lui, tête quoi. sur le truc, quoi. Ouais. Et du coup, il y a vraiment un côté, je pense, à la fois humaniser la marque. Et c'est d'ailleurs un truc qu'on a tiré, puisque maintenant, toutes nos photos, quasiment toutes nos photos, c'est des gens de l'équipe. Donc, on ne prend plus de mannequins. Ça a aussi un avantage de coût, mais c'est pas pour le coût qu'on le fait. C'est parce qu'en fait, on est persuadé de dire, en gros, les gens, ils sont contents de voir qui y a derrière les marques. Et puis après, c'est super différenciant. C'est un truc, quand tu es tout petit et que tu es nouveau, il faut que tu te battes avec des armes que les autres peuvent pas avoir. Et le truc que Colgate, Unilever, ils peuvent avoir des plus gros budgets marketing, ils peuvent se payer des stars. Il y a un truc qu'ils peuvent pas avoir, c'est qu'ils n'ont pas de fondateur capable d'incarner la marque. Ouais. Qui est capable de prendre sa douche devant un collaborateur pour faire une pub. Exactement. Et ils ont des équipes marketing qui sont brillantes et qui font un excellent taf, mais qui tournent tous les 2 ans. Ouais. Et donc, il n'y a pas de continuité. Et du coup, tu as plein de biais de... forcément, tu as la nouvelle équipe qui arrive, qui dit que ce que l'équipe d'avant a fait, c'était de la merde parce que c'est leur seule façon de se différencier. Et du coup, ça crée aussi tout un tas de trucs pervers. Mais fondamentalement, c'était pas voulu, mais ça a en fait finalement beaucoup de sens. Une toute dernière question, on te reconnaît dans la rue à cause de ça ou pas? Ouais, ça arrive assez souvent. Plus en soirée dans des bars, parce que je pense qu'on me reconnaît dans la rue, mais qu'on m'aborde pas et qu'on va me poser des questions. C'est toi le mec du gel douche. Ça dépend à quel bar on te demande ça. Génial. Merci beaucoup, Aymeric. Merci à tous les deux, c'était une super discussion. Et puis à la prochaine. Et longue vie à 900 Care. Merci. À très vite.